Alors, je suis très heureux de vous accueillir en tant que directeur du Master Droit Social à cette réunion de présentation du Master. Je remercie bien sûr l'administration, Violaine Sander et puis son personnel d'avoir permis cette manifestation à distance. Je remercie aussi bien sincèrement mes collègues, ceux en tout cas qui ont pu se libérer pour être présents parmi nous, Céline Le Borning-Gelard et Sophie Fantoni. François Dumont, malheureusement, n'a pas pu se libérer pour être présent parmi nous. Mais j'en profite tout de suite pour vous dire que si vous avez des questions pour l'un d'entre nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, vous pouvez toujours envoyer un mail ou envoyer un mail à Céline ou à Sophie ou à François Dumont. On y répondra bien volontiers. Voilà. Alors, je vais aller assez vite dans mon propos introductif. Mes collègues n'hésiteront pas à me couper, à intervenir, à compléter, à revenir à la fin sans doute pour apporter encore d'autres éléments. Je vais aller assez vite pour qu'il y ait un maximum d'échanges entre nous, pour que vous puissiez nous poser des questions qui vous semblent pertinentes. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais insister de façon très générale, c'est sur la place particulière qu'occupe le droit social au sein de cette université. Nous avons beaucoup de formations qui sont liées au droit social. Vous en avez rencontré, vous avez rencontré certains cours déjà dans le cadre de la licence, mais il y a beaucoup d'autres formations qui concernent le droit social au sein de cet établissement. Et puis, on a la chance au sein de l'université d'avoir deux grands instituts. D'abord, l'Institut des sciences du travail qui existe depuis 1952. C'est un institut qui travaille en partenariat avec les organisations syndicales et patronales. Son objectif, c'est de former les acteurs de la vie sociale, mais aussi de réfléchir au droit social. Et puis, on a un deuxième, alors cet Institut des sciences du travail, j'ajoute en plus qu'il comprend une bibliothèque extrêmement riche, que ce soit en termes d'ouvrages ou de revues. Et pour ceux qui nous rejoindront dans le cadre du master, vous verrez que c'est un lieu que vous êtes invités à fréquenter régulièrement, d'autant plus que c'est la première bibliothèque au nord de Paris en ce qui concerne le droit social. Donc, vous avez la chance déjà d'avoir un institut. Puis un deuxième institut, vraiment beaucoup de chance, l'Institut Santé-Travail Nord-de-France, qui, lui, est plus spécialisé, évidemment, sur les questions touchant la santé dans le monde du travail, qui est aussi un institut extrêmement important pour vous. J'en profite pour donner peut-être tout de suite la parole à Sophie Fantoni, puisqu'elle le gère plus directement que moi. Et là, elle va peut-être pouvoir en dire un mot. Merci, Monsieur Bossu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc cet Institut de santé au travail, il est spécialisé évidemment comme système relais de tous les acteurs de la prévention de santé au travail, c'est-à-dire les inspections du travail, les CARSAT, les caisses d'assurance régionales de maladie professionnelle et de prévention, les acteurs, c'est-à-dire les services de santé au travail eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de faire du lien, d'avoir des thématiques particulières, par exemple autour des apprentissages, autour des réformes de santé au travail qui sont évidemment très prégnantes aujourd'hui. Et en réalité, de pouvoir avoir en région, et c'est une grande région que les Hauts-de-France, d'avoir en région un organisme qui dynamise en tout cas des stratégies régionales, puisqu'on parle par exemple de plans régionaux en santé-travail, comme on parle de plans national. Et donc, cet Institut de santé au travail, il coordonne les actions et surtout, c'est une interface à la fois d'idées, un laboratoire d'idées, et un élément, on va dire, de liaison et de coordination de ces acteurs. Voilà, je pense qu'à ce stade-là, alors ils ont aussi une grande bibliothèque spécialisée dans la santé au travail, évidemment, un centre de ressources pédagogiques, etc. Et notamment, alors je pense que Bernard Bossu va en reparler ailleurs, mais l'Institut de santé au travail du nord de la France fait une veille quasi exhaustive en santé au travail, qui est diffusée d'ailleurs via une lettre, une newsletter à toute la France. Donc voilà, je vais faire la parenthèse. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, au niveau des institutions, toujours institutionnelles, vous avez par ailleurs un rattachement du master à un centre de recherche. Alors, ce n'est pas une particularité, tous les masters doivent être rattachés à un centre de recherche. Alors, nous sommes rattachés au Centre de recherche droit et perspectives du droit, et plus particulièrement à son équipe de recherche en droit social. Alors, je le signale parce que
cette équipe de recherche en droit social, outre le fait qu'elle, évidemment, étudie le droit social, notamment dans le cadre de réflexions doctrinales qui sont régulièrement publiées, elle organise aussi manifestations et colloques, et parfois en partenariat avec les étudiants du master droit social. Donc, vous serez peut-être amené à être associé à l'une de ces manifestations. Alors, un dernier mot au niveau des généralités, avant d'en venir directement à ce qui vous intéresse, le master. Je le disais en début, il y a beaucoup de formations. Parce qu'il faut quand même savoir que Lille est vraiment un pôle social. À côté des cours qui sont assurés en licence et en master, vous avez aussi, dans le cadre vous avez aussi une licence professionnelle assistant aux ressources humaines qui est dirigée par mon collègue Alexandre Barrage. Et puis, vous avez aussi 2 DU. Alors, il y a un DU qui est co-dirigé, justement, par Céline et Sophie. Je vais peut-être leur laisser la parole pour en dire un mot. Vas-y Céline, parce que tu es quand même la référente phare. Oui, non, on est effectivement, bonjour à toutes et tous, effectivement deux co-directrices du diplôme universitaire environnement juridique de la santé au travail, qui est un diplôme, comme son nom l'indique, qui va vous permettre, en tout cas pour ceux qui s'y inscrivent, de vous spécialiser sur les questions de santé au travail au sens large, qu'il s'agisse de la connaissance des acteurs de la santé au travail, de la responsabilité de ces acteurs, notamment de l'employeur, du salarié, du rôle et des missions du médecin du travail, des services de santé au travail. Et c'est un DU qui aborde aussi des thématiques bien évidemment importantes comme la gestion de la maladie, les accidents de travail, les maladies professionnelles, les questions d'aptitude au travail, les risques psychosociaux. On est sur un diplôme universitaire qui est ouvert tant en formation initiale qu'en formation continue. Et c'est la spécificité d'un DU, c'est de mêler des profils divers. On va y retrouver des médecins du travail ou des internes en médecine du travail, mais aussi des étudiants, des avocats, que sais-je, qui s'intéressent à ces questions-là. Et donc, encore une fois, c'est un diplôme qui est co-dirigé par Sophie Ventoni et moi-même. Voilà, merci beaucoup. Et puis un deuxième DU, qui est un DU pratique du contrat de travail. C'est un DU que je dirige directement. Alors, il fonctionne un peu comme le DU précédent, c'est-à-dire on travaille sur des thèmes très pratiques liés au contrat de travail, par exemple, comment infliger une sanction disciplinaire, comment modifier le contrat, comment organiser un entretien, par exemple un entretien d'évaluation. Alors ce DU, il fonctionne avec 11 grands thèmes de 9 heures. Et la particularité, c'est que vous pouvez choisir soit un ou plusieurs modules. Vous pouvez dire, moi, j'ai une faiblesse ou tiens, je veux avoir plus de connaissances sur tel thème. Donc, vous pouvez choisir 9 heures de ce thème-là où vous pouvez suivre l'intégralité du DU. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a donc un environnement très favorable au droit social au sein de l'Université de Lille. Alors, s'agissant maintenant de ce qui nous intéresse ici plus directement aujourd'hui dans le cadre de cette réunion, donc le master droit social, celui-ci comprend une première année commune à tous les parcours. Donc, c'est un socle commun de connaissances en droit social. Il n'y a pas de découpage à l'intérieur en parcours, et une seconde année qui est construite au cours de 4 parcours. Il y a le parcours droit du travail que je dirige plus directement. Vous avez le parcours droit de la santé en milieu de travail que dirige donc ma collègue Sophie, le parcours droit de la protection sociale que dirige Céline, et puis le parcours droit du dialogue social en entreprise que dirige François Dumont. Alors, pour que mes propos soient à peu près construits, je vais répondre à 3 grandes questions. J'ai pensé que c'était les questions qui vous intéressaient. La première question, c'est quel débouché. La deuxième question, c'est quel contenu pour la formation. Et je terminerai par la dernière, celle souvent qui sollicite le plus de questionnements, quelle sélection. Voilà, donc trois thèmes. Alors, quel débouché? Alors, jusqu'à présent, les enquêtes qui sont réalisées dans le cadre de l'Université de Lille, il y a des enquêtes qui sont régulièrement menées sur le suivi des promotions. Les enquêtes qui sont réalisées jusqu'à 30 mois après avoir quitté le master montrent que, quelle que soit l'année, environ 90% des étudiants qui ont suivi le master droit social ont trouvé un emploi
Donc, on a un taux d'insertion professionnelle qui est extrêmement élevé. Les emplois occupés étant tout d'abord des emplois de niveau cadre, en grande majorité, et puis ensuite des niveaux de profession intermédiaire. Alors, les emplois occupés, évidemment, sont très variés. Ça peut être juriste d'entreprise, ça peut être conseiller en droit social, ça peut être rédacteur juridique, ça peut être inspecteur du travail. Donc, vous avez une liste d'emplois extrêmement importante. Cela me permet, plus globalement, d'insister sur la variété des secteurs d'activité qui sont concernés par notre master. Alors, on pense toujours à l'entreprise privée. C'est vrai que l'entreprise privée, évidemment, c'est un débouché clé avec tous les métiers derrière qui vont bien, cadre RH, juriste d'entreprise, etc. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres secteurs d'activité qui sont concernés par notre master, les syndicats, les associations de défense, les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, les administrations. Vous avez aussi tous les secteurs liés à la santé en milieu de travail, peut-être que Sophie y reviendra tout à l'heure plus complètement. Vous avez aussi, et Céline y reviendra aussi peut-être plus complètement, tous les organismes de sécurité sociale, toutes les caisses, qui sont aussi de véritables débouchés pour l'ensemble de nos étudiants. Donc, sur quels débouchés ? On a la chance d'avoir d'abord un taux d'insertion professionnelle extrêmement important, et puis une panel de secteurs d'activité concernés par le master. Alors là, évidemment, je raisonne sur les enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent. Depuis un an, évidemment, c'est plus compliqué de mesurer exactement, parce que vous savez tout le monde est un peu perturbé avec la Covid-19. Donc, il est difficile de savoir l'impact que cela va avoir très concrètement sur l'ensemble des débouchés. Alors, il y a un autre débouché sur lequel j'insisterai également, c'est la possibilité de devenir enseignant et pourquoi pas de faire une thèse. Tout étudiant qui suit un master a la possibilité, dès lors qu'il a fait un mémoire, de s'inscrire en thèse. Donc, la thèse, c'est aussi un débouché professionnel. Ça explique d'ailleurs pourquoi les masters sont construits, comme je l'ai dit tout à l'heure, en liaison avec les laboratoires de recherche et nous, le Centre droit et perspectives du droit. Bernard, est-ce que je peux juste intervenir un instant ? Aucun souci. Donc, c'est pour compléter justement. C'est justement pour compléter cet aspect thèse, parce que pour signaler aux étudiants quand même quelque chose, c'est que les thèses peuvent se faire évidemment dans l'objectif d'intégrer le corps enseignant. Et puis, il y a aussi d'autres perspectives pour faire une thèse. C'est une façon un petit peu originale de s'insérer dans le milieu de travail par l'intermédiaire d'une thèse qui se fait en CIFRE, c'est-à-dire que c'est un contrat particulier pour lequel les employeurs sont aidés financièrement, mais des employeurs qui permettent à cet étudiant pendant 3 à 5 ans de faire une thèse, aidée financièrement, enfin, donc avec un employeur aidé, mais dans le cadre professionnel, un petit peu comme vous feriez une alternance, on va dire. Et donc, ce contrat CIFRE, moi j'en ai beaucoup d'exemples avec mes propres thésards, ce sont des étudiants qui sortent d'un Master 2 avec une note d'un certain niveau, il faut au moins 15 à la note de mémoire, je fais juste la contrainte, mais c'est quand même néanmoins une sélection, on va dire, et qui trouve une entreprise dans laquelle cette entreprise est intéressée pour faire pour explorer un thème, tout en employant la personne dans une activité de juriste. Donc, je prends 2-3 exemples que j'ai en tête, par exemple, une étudiante qui a travaillé dans une grande entreprise de métallurgie, à la fois comme conseillère juridique sur les relations syndicales et les relations collectives de travail, et qui fait sa thèse justement sur la santé au travail et les relations collectives de travail. Et j'en ai d'autres exemples en tête. Mais vous voyez, c'était pour illustrer les propos de Bernard Bossu sur le fait que faire une thèse, ça peut être vraiment orientation enseignement et aussi orientation dans l'insertion professionnelle avec un niveau de diplôme évidemment plus important. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, tout à fait, tu as raison d'insister là-dessus. Il y a des entreprises qui effectivement sont à la recherche d'étudiants en thèse, donc des entreprises qui financent la thèse parce que ça présente un intérêt pour leur établissement. Et donc à l'Université de Lille, effectivement, on a aussi tous les ans des thèses qui sont réalisées en partenariat avec le monde professionnel, ce qui montre bien le lien qu'il y a entre ce master et le monde professionnel.
Alors, au niveau maintenant du contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a une première année, c'est surtout là qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, on a une première année de master qui est commune à tout le monde, c'est-à-dire quel que soit le parcours dans lequel vous serez orienté à l'issue de la première année, vous avez forcément un socle commun de connaissances. Alors, on a construit la maquette au sein de l'équipe pédagogique, avec des longues heures de discussion, aussi avec les acteurs du monde professionnel. On a essayé d'être au contact des réalités. Et on a essayé également que cette maquette permette de négliger aucun parcours. C'est-à-dire, quel que soit le parcours que vous suivrez en Master 2, vous allez avoir les connaissances indispensables, générales, mais aussi pour le parcours que vous serez amené à suivre. Bon. Alors, de façon très générale, vous avez 3 TD de 10 heures au premier semestre et 3 TD de 10 heures au second semestre. Ça, c'est le premier élément à retenir. Deuxième élément à retenir, vous avez des choix plus limités. C'est-à-dire vous êtes assez encadré, en fait. Vous allez voir vous avez peu de possibilités d'options. Bon, il y en a quelques-unes. Alors, je vais vous présenter plus concrètement les choses. Alors, je vais aller assez vite parce que de toute façon, la maquette, vous la retrouvez sur les sites de l'université, donc je ne suis pas sûr que c'est un intérêt fondamental. Vous avez au premier semestre quelques grandes unités d'enseignement qui visent à vous donner donc les grands fondamentaux. Alors, vous avez au premier semestre 3 grands fondamentaux à maîtriser. Maîtriser les fondamentaux du droit du travail. Là, vous allez avoir un cours avec TD de conclusion-exécution du contrat de travail. Vous avez une deuxième grande unité d'enseignement, maîtriser les fondamentaux du droit de la protection sociale, où là, vous allez avoir un cours de droit de la protection sociale avec TD et un cours de droit d'aide et d'action sociale. Et maîtriser les fondamentaux de la santé au travail, où là, vous allez avoir un cours état de santé et relations de travail avec TD et un cours droit de la santé plus généraliste qui s'échappe un peu du droit social en tant que tel. Parmi les autres unités d'enseignement, vous avez également environnement de travail et entreprise, où là, on vous laisse un choix. Il y a 3 matières qui sont proposées et vous êtes invité à en choisir 2 parmi les 3. Les matières étant histoire du droit du travail, droit des entreprises en difficulté et droit de la formation professionnelle. Je ne développe pas les contenus parce que vous pouvez avoir une petite idée. Et puis, si vous avez des questions, on reviendra sur les contenus éventuellement. Parmi les autres unités d'enseignement, vous avez une unité qui vise à vous permettre d'avoir un certain nombre de connaissances en informatique, qui s'appelle PIX, une unité langue vivante, où vous avez le choix entre anglais, espagnol et allemand, et enfin une dernière unité qui s'appelle projet de l'étudiant, où là vous devez choisir un élément parmi 5, à savoir aspect culturel de l'Europe, clinique juridique, anglais, espagnol et allemand. Alors, sur unité de projet de l'étudiant, sur le choix d'une seconde langue vivante, j'attire votre attention, mais ce sera redit de toute façon à la pré-rentrée des M1, que la langue vivante 2, ce n'est pas une langue vivante pour débutants. Donc, si je prends une deuxième langue vivante, c'est que je suis déjà d'un bon niveau dans cette seconde langue vivante. Donc, ce n'est pas un début d'apprentissage. C'est important de le savoir. Celui qui prend une langue vivante 2, c'est que voilà, il a déjà de solides connaissances dans cette langue. Clinique juridique. Alors, clinique juridique, c'est organisé en partenariat avec une association et des étudiants où vous travaillez sur des dossiers pratiques. Vous travaillez en fait sur du contentieux. Voilà. Aspect culturel de l'Europe. Bon, là, c'est un cours de culture générale qui est organisé par mon collègue Louis de Carbonnière. Voilà. Donc, vous avez là une unité parmi les 5. Pour vous donner une petite idée, l'immense majorité des étudiants cette année ont choisi aspect culturel de l'Europe. C'est vraiment ce qui est arrivé en tête. Et puis ensuite, clinique juridique. Le semestre 2, il fonctionne sur le même schéma. Vous avez une première unité d'enseignement qui s'appelle rupture de la relation de travail et contentieux. Vous avez un cours de droit de la rupture du contrat de travail avec TD et un cours de contentieux social.
une deuxième unité qui s'appelle réglementation sociale, où là, on vous propose 3 cours et vous en choisissez 2 sur les 3, conditions de travail, droit pénal du travail et économie de la protection sociale. Une unité d'enseignement qui s'appelle environnement économique et social, avec un cours avec TD, droit des sociétés appliquées aux relations de travail, et un deuxième cours, droit social international et européen. Une unité dialogue social, avec un cours avec TD, syndicats et conflits collectifs, et un cours de droit des institutions représentatives du personnel. Je retrouve ensuite mon unité langue vivante, avec mes 3 langues, hein, anglais, espagnol et allemand. Et puis mon unité projet de l'étudiant, où là, vous avez un élément à choisir parmi 6. Alors, on trouve les mêmes éléments qu'au premier semestre, donc aspect culturel de l'Europe, clinique juridique, anglais, espagnol, allemand. Vous avez en plus la possibilité de suivre un stage d'une durée minimale de 15 jours qui doit donner lieu à un bref rapport présentant les intérêts du stage, ce que vous y avez fait d'abord, et puis ensuite, évidemment, quel intérêt vous avez pu y trouver par rapport à la formation que vous suivez. Bon. Et comme tout à l'heure, évidemment, si vous choisissez une seconde langue vivante, ça suppose d'avoir de solides connaissances déjà dans cette langue vivante. Ce n'est pas un niveau débutant. C'est, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui a déjà de bonnes connaissances. Bon, voilà pour cette présentation très, très générale. Je n'ai pas développé plus complètement les matières, mais enfin, on pourra répondre à des questions. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose sur le contenu. Non. Non, rien de particulier. Le temps de réactiver le micro, excuse-moi, on se met en mute, mais on n'a pas des réflexes encore sur. C'est l'âge, mais bon. Non, très bien hein, que tu aies présenté ça de façon assez sommaire. Après, effectivement, je pense que les étudiants, si ça les intéresse, ils iront regarder précisément, mais ça donne déjà un bon panorama quand même de la largeur de ce qu'on aborde. Hein. Je trouve que c'est important d'en avoir cette image-là. Merci. Voilà. Et vous avez bien vu d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que vous avez, parmi les unités, vous avez 4 unités qui reprennent chacun des parcours. Vous avez maîtrisé les fondamentaux du droit du travail, du droit de la protection sociale, du droit de la santé au milieu de travail et du dialogue social. Donc, on a bien nos 4 éléments. Alors, dernière question, et non des moindres, quelle sélection? Bon. Depuis l'année dernière, hein, vous savez que désormais, la sélection, elle s'opère à l'issue de la 3e année de licence. Pour intégrer un Master 1, il faut donc être sélectionné. Une fois que vous avez intégré ce Master 1, si vous obtenez évidemment ce Master 1, vous irez automatiquement dans le Master 2, droit social. Là, vous serez orienté à la fin du Master 1 dans l'un des 4 parcours que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, droit du travail, droit de la santé au milieu de travail, droit de la protection sociale et droit du dialogue social. Donc, si j'ai mon Master 1, je suis sûr d'aller en Master 2. Mais il faut évidemment pouvoir intégrer le Master 1. Alors, le Master 1 droit social, c'est environ 90 places hein, qui sont disponibles. Alors, comment s'opère la sélection? Alors, la première chose à noter, à relever, c'est que cette sélection, cette admission au Master 1 droit social se fait exclusivement sur dossier. Il n'y a pas d'entretien. De toute façon, vu les conditions sanitaires actuelles, la question de l'entretien ne se pose pas véritablement. Donc, c'est exclusivement un examen sur dossier. Alors, à partir de là, la sélection s'opère sur un certain nombre de critères croisés. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère hein, qui détermine votre admission, mais c'est plusieurs critères. Bon, ces critères, ils ont été pensés par nous, hein, par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Vous avez des représentants ici. On opère aussi ensemble hein, la sélection. Il y a une vraie discussion hein, qui est opérée entre les membres de l'équipe. Alors voilà les critères croisés, encore une fois, que nous avons retenus. D'abord, le niveau des résultats universitaires. Alors, sur le niveau des résultats universitaires, cette appréciation, elle se fait à 2 niveaux, si je puis m'exprimer ainsi. D'abord au niveau global, c'est-à-dire on regarde comment
s'est développé, comment vous avez travaillé au cours de l'ensemble de votre licence. Donc, c'est vraiment une appréciation globale de ce que vous avez pu faire dans le cadre de la licence. Et puis ensuite, on s'intéresse plus particulièrement, dans un deuxième temps, évidemment, à la licence 3, aux résultats que vous avez obtenus et au choix des matières que vous avez pu opérer. On est attentif, évidemment, au fait que vous ayez pris droit du travail, que vous ayez pris droit de la sécurité sociale, et puis les résultats, évidemment, que vous avez pu obtenir dans le cadre de ces matières. Donc, c'est une appréciation à deux niveaux, hein, globale, et ensuite, plus particulièrement, au niveau de la licence 3, et aux résultats que vous avez obtenir dans les matières qui touchent directement le droit social, ce qui est assez logique. On tient compte également de vos objectifs sur le plan professionnel. Vous devez fournir dans le dossier une lettre de motivation où vous allez nous expliquer pourquoi vous souhaitez faire un master de droit social. Donc, on va vérifier qu'il y a une véritable cohérence entre vos objectifs et le master que vous souhaitez suivre. Bon, je caricature un peu, mais si par exemple vous nous expliquez que vous voulez devenir notaire, a priori, on aura du mal à faire le lien, voilà, avec le master droit social. La motivation est essentielle. J'attire votre attention là-dessus. Une lettre de motivation, ça se prépare. Il faut vraiment, qu'en vous lisant, on soit convaincu que vous allez être un élément intéressant, pertinent, qui veut vraiment faire du droit social. Enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais on est parfois surpris de la pauvreté des lettres de motivation, parce qu'on a l'impression qu'on a des lettres standards, où on nous répète un peu toujours la même chose. Je vais prendre un exemple. Le droit du travail, c'est un droit vivant. OK. Mais c'est vraiment un leitmotiv qu'on trouve dans toutes les lettres. Donc, vous voyez, une motivation, voilà, ça se prépare. Il faut vraiment nous expliquer pourquoi vous avez de l'appétence pour le droit social, pour être sûr que vous allez être un élément intéressant et qui va réussir dans ce domaine. On tient compris, je rajouterai, excuse-moi, tu m'as autorisé à t'interrompre, ah oui, y compris ce que vous pouvez apporter à ce master en termes de collectif, d'idées, de choses. N'hésitez pas, quoi, parce que pour personnaliser, parce que ce que dit Bernard Bossus, c'est malheureusement très vrai. Quand on lit des dizaines et des dizaines de lettres de motivation qui sont complètement stéréotypées, c'est d'abord assez asséchant, et puis ensuite, on ne voit pas bien la plus-value. Donc, on va dire, insister là-dessus. Voilà. C'est un peu comme l'entretien d'embauche. Il faut nous convaincre qu'on ne va pas regretter de vous avoir sélectionné. Et puis, un dernier critère, c'est l'expérience extra-universitaire. L'expérience extra-universitaire, ça peut être des stages que vous avez pu réaliser, ça peut être un contrat de travail, si éventuellement vous avez été salarié, pourquoi pas. Ça peut être aussi votre participation à la vie associative, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, mobilisé au service d'une association de handicapés, voilà, je trouve que c'est un vrai plus. Donc, il y a vraiment comme ça des éléments de votre vie extra-professionnelle que vous pouvez même mettre en avant. Alors, on pense toujours au stage ou au contrat de travail, évidemment, mais il n'y a pas que cela. Vous avez d'autres éléments. Encore une fois, l'engagement dans la vie associative, c'est quelque chose d'important. Alors, sur les stages et les contrats de travail, il peut être intéressant dans la lettre de motivation de nous expliquer aussi l'intérêt que ce stage ou ce contrat peut avoir pour la formation que vous allez suivre. Parce que je ne vous cache pas qu'on a quand même des dossiers impressionnants où on nous met 25 pages du premier stage, 25 pages du second stage, etc. Bon, c'est un peu fastidieux à dérouler tout ça. Et on est un peu obligé de chercher soi-même, dire tiens, qu'est-ce qu'il a fait dans le cadre du stage? Est-ce que c'est un lien avec le droit social? Vous voyez, dans la lettre de motivation, si déjà vous disiez, voilà, j'ai fait ce stage-là, et c'est essentiel parce que ça m'a apporté ceci, ça m'a permis, voilà, ça nous évite d'aller nous-mêmes rechercher dans vos 50 pages
ce qui peut être attrayant. C'est une façon pour vous de motiver votre lettre voilà, de façon pertinente et originale. Bon, voilà les grands critères de la sélection. Je leur donnais peut-être la parole à mes collègues, peut-être qu'ils veulent compléter, ajouter si j'ai oublié des éléments. Enfin, Alors, je dirais juste un truc en plus parce que tu as été très complet. Tu parles des stages, parfois il y a eu des expériences professionnelles. Donc, je trouve ça important aussi pour les gens, alors pas forcément en lien avec le droit social, parce que tout le monde n'a pas pu bénéficier d'une expérience professionnelle dans ce domaine-là. Mais parfois aussi, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi comme stage, parce que vous savez que le Master 1 et le Master 2 sont assortis à des stages. Et je trouve que préparer un petit peu ça, qui est aussi une forme de préparation de se montrer dans le marché du travail, c'est important de voir aussi quelle motivation vous avez en termes de recherche, etc. Vous savez qu'en Master 2, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais en Master 2, il y a un stage de 3 mois, donc de 80 jours, qui est très long. Beaucoup de gens ont du mal à trouver un stage. Or, c'est particulièrement en ce moment, je mets entre parenthèses, mais c'est aussi une question de… C'est un peu un prémisse de recherche d'emploi. Or, dans votre lettre de motivation, de nous montrer ce que vous avez fait, y compris engagement civique ou d'autres choses, je trouve ça hyper important. Tout à fait, oui. Et encore une fois, toute expérience, qui soit d'ailleurs pas forcément en entreprise, toute expérience peut être utile voilà, pour montrer votre motivation voilà, et expliquer comment, même si ce n'est pas dans le secteur du droit social, c'est intéressant parce que vous avez appris à manager, parce que vous avez appris, je ne sais pas, à comprendre certains problèmes sociaux, parce que vous voyez, il y a toujours… Aucune expérience n'est inutile, en fait. C'est un peu ça le message qu'on souhaitait vous transmettre. Alors, effectivement, Bernard, peut-être, je rejoins tout à fait ce que Bernard, voilà, ce que tu dis et ce que Sophie souligne, et j'insiste aussi particulièrement sur la lettre de motivation et vraiment la nécessité de personnaliser votre lettre de motivation, qu'on n'ait pas l'impression, comme vous le disiez tous les deux, de lire une lettre qui a été mise dans tous les dossiers, quelle que soit finalement la spécialité évoquée voilà, par l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Alors voilà les éléments. J'ai été assez rapide, mais je ne voulais pas trop alourdir, puisque je crois que l'essentiel, c'est le dialogue. Donc si mes collègues en sont d'accord, on peut peut-être passer aux questions. Je vois qu'il y a des… Je vais essayer de ne pas me tromper en faisant fonctionner le chat. Je vois qu'il y a une question qui s'appelle… Pendant que tu regardes, je réponds à Margot Chacoub, qui a posé la question des petits boulots étudiants. Ça illustre parfaitement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que toute expérience est bonne à valoriser, si tant est qu'évidemment, vous avez des choses à valoriser, bien entendu. Mais pour moi, bien entendu, encore une fois, vous ne pouvez pas tous avoir fait un stage en cabinet d'avocat en licence 2, donc forcément, s'il y a d'autres choses en parallèle, mais y compris des investissements bénévoles, civiques, citoyens, enfin, je ne sais rien, tout ça, c'est à valoriser, bien entendu. Tout à fait, exactement. Donc, pour répondre à la question, oui, les petits boulots étudiants, tout à fait, mais en parallèle, peuvent être aussi valorisés. Alors, pour les questions sur le plan pratique, on peut faire de deux façons, soit faites par le chat, soit vous ouvrez le micro et vous parlez directement. Il y a Camille Kuberski qui a levé la main. Bernard, peut-être peut-on lui laisser la parole? Oui. Alors, ok, donc c'est moi qui dois le déclencher, c'est ça? Alors, je pense que l'étudiant peut intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Voilà, oui. C'est parfait. Vous m'excuserez d'avance pour des questions pratiques. J'ai coupé la caméra parce que je n'ai pas de connexion dans ma résidence étudiante, donc je m'excuse par avance. Non, il n'y a pas de souci. J'avais une question. Je me demandais si, de mémoire, c'est possible, mais l'alternance dès le Master 1 est possible ou pas. Je voulais l'évoquer avec vous ce matin. Alors, en fait, dans le Master 1, vous pouvez, au second semestre, faire un stage d'une durée minimale de 15 jours, mais par contre, le Master 1 ne peut pas se faire via l'alternance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en stage ou en contrat de professionnalisation, si c'est votre question, tout au long de l'année, tout simplement parce qu'on a des enseignements qui se déroulent sur tout le
sur toute la semaine. D'accord. Donc, c'est dans le cadre du Master 2, où là, vous avez une alternance. C'est-à-dire, en Master 2, vous avez cours en début de semaine et le reste de la semaine, vous êtes en entreprise ou dans une autre institution. Donc, dans le Master 2, lui, quand vous serez au Master 2, c'est en alternance, mais pas le Master 1. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Et j'avais une autre question pour rebondir à ce sujet. Au niveau des recherches pour les entreprises, je sais bien que, bien évidemment, nous devons nous chercher de notre propre autonomie. Mais est-ce qu'il y a un partenariat d'entreprise avec l'université ou c'est vraiment externe à l'université? Non, en fait, l'université, elle a un service des stages. Donc, dans le cadre de ce service des stages, elle a effectivement des partenariats avec de nombreuses entreprises. Donc, si vous voulez, il vous appartient de trouver l'entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler. Et si vos recherches sont vaines, mais de toute façon, dès le départ, hein, vous êtes aidé par les services de l'université, hein, le service des stages et de l'insertion professionnelle, donc voilà, qui va vous aider à rédiger une lettre, etc. Et puis qui va vous proposer, il travaille avec un certain nombre d'entreprises, donc il va vous proposer aussi des entreprises avec lesquelles vous pouvez collaborer. Donc en fait, si vous voulez, c'est à la fois une démarche personnelle et en même temps, bon, c'est normal, puisque l'objectif, c'est quand même en master de faire des efforts. Hein. L'objectif, c'est de vous prendre en charge tout seul. Hein. On quitte la donc c'est vous qui devez normalement vous mobiliser, mais de toute façon, l'université est toujours derrière et son service des stages, il vous aide en cas de besoin, notamment pour trouver une entreprise. D'accord, je vous remercie. Et une petite dernière question qui n'a rien à voir. Sur le plan du curriculum vitae, je me permets de vous poser une question qui est peut-être bête, mais pour avoir échangé avec des anciens étudiants, enfin des anciens en master, je leur demandais en conseil, j'avais effectué je ne sais plus exactement, entre 8 et 10 stages d'expérience professionnelle. Et je voulais savoir si je pouvais me permettre, moi je pensais tous les afficher sur mon CV. Les anciens étudiants, certains disent m'ont conseillé de faire une sélection pour des questions pratiques. Je peux encore répondre ou bien mes collègues veulent peut-être répondre. Personnellement, moi j'ai toujours tendance à penser qu'il ne faut pas se priver de mettre en avant les expériences que l'on a eues. Alors après, sauf à ce que votre CV en devienne illisible et ce qui nuirait finalement au regard que vous souhaitez qu'on porte sur vos expériences. À titre personnel, voilà, moi je pense qu'il faut au contraire mettre en exergue, comme ça a été évoqué avant, tout ce que vous avez fait, même sans lien forcément direct avec le droit, voire le droit social. Maintenant, si c'est un manque de place, ok, faites un choix, mais voilà, moi, ma réponse, ça serait de ne pas se limiter. L'astuce dans ces conditions-là, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les milieux professionnels, c'est que dans la partie expérience professionnelle, vous commencez par une demi-phrase sur l'expérience cumulée, avec une phrase un petit peu emblématique sur temps cumulé d'expérience professionnelle et 2-3 situations emblématiques. Et puis, vous mettez une annexe expérience professionnelle à votre CV qui doit normalement obéir à des exigences de forme. Hein. Et ce que je vous dis maintenant, c'est vrai pour votre recherche d'emploi future, c'est qu'en général, un CV qui dépasse la 4 recto, c'est un CV qui est pas forcément priorisé dans les démarches d'embauche. Donc, en fait, pour respecter ce format-là tout en ne court-circuitant pas peut-être des choses qui intéresseraient le lecteur potentiel, c'est de faire un focus sur les principales tout en annexant à ce CV une annexe expérience professionnelle. Ça se fait classiquement. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Je vois dans le chat, là, c'est marqué « Bonjour, faut-il préciser dans nos lettres de motivation le Master 2 envisagé ?» Alors, c'est possible, c'est pas une obligation. Là aussi, je parle sous le contrôle de mes collègues. Je crois qu'on a laissé, enfin, me semble-t-il, la liberté. Hein, chacun fait comme il l'entend. Vous pouvez l'indiquer ou pas l'indiquer. De toute façon, ça peut aussi se déduire indirectement de votre motivation. Hein. Si, par exemple,
Vous nous expliquez que voilà, je sais pas, les problèmes liés à la sécurité sociale, notamment le financement des retraites, c'est une question clé, c'est des questions sur lesquelles vous souhaitez travailler, que vous avez déjà eues, etc. Donc, on comprend bien que vous avez plus une orientation protection sociale. Si vous nous dites moi, je travaille dans une association qui aide les handicapés, c'est là-dessus que je voudrais rédiger mon mémoire, et puis je voudrais… Vous voyez, donc en fait, ça peut aussi indirectement… Donc, ça peut être un plus dans la motivation. Après, on peut aussi avoir des lettres qui sont bien motivées sans insister spécifiquement sur un parcours. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de… Enfin, là aussi, je parle sous le contrôle de mes collègues. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Si vous souhaitez l'indiquer, vous pouvez l'indiquer. Si vous ne souhaitez pas l'indiquer, vous n'êtes pas tenu de le faire. Enfin, je relaisse la parole à mes collègues, mais je crois que c'est un peu ça la règle. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bernard, hein. C'est vraiment la liberté de chacun de se positionner ou pas, hein, pour le coup. Pareil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors moi, je suis désolée, mais je dois vous quitter. J'avais dit que j'aurais quitté par anticipation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je vous ai envoyé mon adresse perso à tout le monde. Pardon encore et bonne journée à tous, hein. Au revoir. Bonne journée. Merci de ta participation. Au revoir, Sophie. Voilà, donc je ne sais pas, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Peut-être en attente de questions, effectivement, compléter un petit peu par rapport au parcours protection sociale qui fait partie du master droit social. Le parcours protection sociale, voilà, vous y êtes sensibilisé dès le master 1 avec des matières, comme vous l'a dit Bernard Bossu, telles que droit de la protection sociale ou droit de l'aide et de l'action sociale. Et puis, pour ceux que ça intéressera, il y a donc la possibilité de se spécialiser en master 2 droit de la protection sociale où eh bien, vous allez avoir la base de droit du travail de licence et de master 1, mais avec une spécificité supplémentaire qui est cette spécialisation en droit de la protection sociale où on va vous parler des institutions de la sécurité sociale, on va vous parler du financement de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, des politiques de lutte contre les exclusions, des actions de travail, des maladies professionnelles, etc. etc. Donc, avec des métiers qui ne sont pas différents de ceux qui pourraient être exercés par vos collègues de droit du travail ou droit du dialogue social, c'est-à-dire qu'en vous spécialisant en protection sociale, vous pourrez vous positionner sur des postes de juriste en entreprise, vous pourrez vous positionner sur des postes d'avocat, et puis avec cette spécificité supplémentaire, c'est d'aller vers des postes auxquels vous ne pensez peut-être pas pour l'instant, à savoir dans des organismes de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie, les CARSAT, la MSA, ou encore les organismes d'assurance chômage, les mutuelles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une spécialisation possible en Master 2 que le droit de la protection sociale, qui est vrai et pas très connu pour vous en licence, sauf si vous avez choisi l'initiation au droit de la protection sociale, qui est un cours très très court, pour le coup de 9 heures et qui se fait uniquement à distance par écrit, mais voilà, vous en avez quelques idées. Mais voilà, pensez aussi à ce parcours comme qui vient s'ajouter au parcours droit du travail, qui vient s'ajouter au parcours droit de la santé ou le parcours du dialogue social. Voilà, tout à fait non, et tu as raison d'insister là-dessus. Vous avez aussi de très très beaux métiers dans le champ de la protection sociale. Qui sont parfois moins connus des étudiants, mais qui sont aussi très, très valorisants. Il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine de la protection sociale, donc ce n'est vraiment pas un domaine à négliger en fait. Alors, je vois qu'il y a eu une question. Peut-on mettre dans notre lettre de motivation ainsi que dans notre CV les stages à venir, sachant que je n'aurai pas encore l'expérience? Oui, tout à fait. Vous pouvez expliquer que c'est même un plus. Ça montre voilà, que vous savez que déjà vous êtes en train de chercher. Vous pouvez très bien dire, effectivement, je vais faire en juillet tel stage dans tel domaine. Alors, même si évidemment, vous n'allez pas pouvoir nous expliquer le bénéfice que vous en avez retiré, vous pouvez déjà de toute façon insister sur les fonctions qui vont vous être confiées. Donc, vous pouvez déjà expliquer pourquoi vous faites ce stage et au travers des fonctions, faire le lien avec le master droit social. Donc là-dessus, oui, il faut l'indiquer.
En tout cas, ce qui est intéressant avec le master droit social, c'est que vraiment on couvre l'ensemble des matières du droit social. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant avec des vraies spécificités à l'Université de Lille. Et comme tu le disais, Bernard, des perspectives d'emploi qui sont intéressantes hein, dans les entreprises, dans les associations, dans les syndicats, dans les cabinets d'avocats, etc., etc. Tout à fait. C'est un master en fait très stimulant. Oui. Et encore une fois, au niveau du programme, on n'a pas trop développé, mais en fait, vous allez revoir des notions que vous avez pu apercevoir de façon très rapide en licence, ce soit en protection sociale, en droit du travail, mais de façon très approfondie. Donc, et sur des aspects extrêmement importants pour la vie active. Hein. Donc, alors, j'ai une autre question. Bonjour, est-ce qu'on doit détailler les stages que l'on fait dans la lettre de motivation ou cela suffit-il dans le descriptif de l'expérience professionnelle sur e-candidat? En fait, sur e-candidat, vous allez présenter les stages que vous avez effectués, mais encore une fois, si vous voulez éviter une lettre de motivation standard, il peut être intéressant, par exemple, de parler de tel ou tel stage que vous avez effectué et qui montre l'intérêt de celui-ci pour intégrer le master droit social. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si évidemment vous avez fait 20 j'invente, hein, mais si vous avez fait 20 stages, bon, vous n'allez pas mettre dans la lettre de motivation vos 20 stages. Ça, effectivement, ça va être sur e-candidat. Mais rien ne vous interdit, encore une fois, pour avoir une lettre de motivation enrichie, qui sorte des standards, d'expliquer le bénéfice que vous avez pu retirer d'un ou plusieurs stages en particulier et montrer comment celui-ci vous a conduit à vouloir travailler dans votre vie active dans le domaine touchant le droit social, en fait. Alors surtout que vraiment notre premier regard quand on regarde les dossiers, c'est la lettre de motivation et le CV avant même ce détail sur e-candidat. Hein. Enfin, en tout cas, personnellement, mon réflexe, il est vers ces deux documents-là. Donc, ne passez pas à côté, comme le dit Bernard Bossu, d'une explication de ce qui fait la différence de votre demande par rapport à d'autres, si vous pouvez mettre des stages en avant. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux réintervenir. Si, allez-y. D'accord, allez-y. merci. C'est vraiment une question pratique. J'ai commencé à créer mon compte dans l'attente de candidater, puisque de mémoire, ça commence le 26 avril. Mais il demande la moyenne générale des derniers diplômes obtenus, sachant que j'ai passé en parallèle à un diplôme d'état d'assistant de service social, lequel ce n'est pas une moyenne générale, mais une moyenne par domaine de formation. Donc je me demandais si je pouvais faire la moyenne manuellement, Mais je n'ai pas compris là, à un moment, c'est une moyenne, vous avez dit? Par domaine de formation, en fait, j'ai eu, c'était par, ils appellent pas ça des unités, mais c'était des domaines de formation. Donc j'ai 4 moyennes, sauf que le e-candidat demande une moyenne générale. Donc je me demandais si je pouvais faire la moyenne moi-même, même si elle n'était pas officielle sur le diplôme. Alors, je vais peut-être laisser la personne qui représente l'administration répondre. Je crois qu'il y a Geneviève qui est là. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, oui, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire la moyenne vous-même et vous mettre la moyenne, bien sûr. De toute façon, il faudra joindre en fait tous vos relevés de notes. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord, je vous remercie. De rien. Alors, attendez, il y a une question. Bonjour, que pensez-vous des lettres de recommandation? Certaines personnes disent qu'elles ne sont pas bien vues. Alors, je vais vous dire, enfin, moi, à titre personnel, je ne suis jamais influencé par une lettre de recommandation. Voilà. Donc après, vous pouvez en mettre si vous voulez. Moi, je ne peux pas vous interdire de mettre une lettre de recommandation. Ce n'est pas que c'est bien vu ou mal vu. Enfin, pour moi, hein, personnellement, après, je vais laisser Céline répondre. De mon côté, moi, ce n'est pas bien vu ou mal vu. Ça m'indiffère, en fait. Donc, en fait, mon choix n'est jamais dicté par cette considération-là. Ce n'est jamais un élément que je prends en compte. Voilà.
Pareillement, hein, j'ai la même réponse que Bernard Bossu. De la même manière, je ne serais ni heurtée ni orientée par une lettre de recommandation, mais je ne la prendrai pas en compte parce que j'estime que ce qui compte avant tout, ce sont vos résultats, c'est la manière dont vous savez montrer votre motivation dans la lettre, ce sont vos stages, ce sont vos emplois, c'est voilà, le dynamisme de votre demande. Et il y a derrière une lettre de recommandation un certain nombre de paramètres tout à fait subjectifs qu'on ne maîtrise pas et on peut avoir parfois des lettres de recommandation sur des profils qui ne sont pas adaptés au master droit social. Donc la réponse est la même que Bernard Bossu. À titre personnel, voilà, ça n'entre pas en compte dans le choix. Alors, comment la lettre de motivation, est-ce qu'elle peut dépasser la page recto classique? La lettre de motivation, enfin, c'est vous qui déterminez la bonne longueur, hein, donc c'est pas, je ne vais pas vous dire c'est 20 lignes, 50 lignes, etc. Par contre, alors ça peut paraître étonnant ce que je vais vous dire, mais la présentation doit être soignée. Parce qu'on est là aussi parfois, quelquefois étonné de la présentation de la lettre de motivation. La lettre de motivation, voilà, c'est une présentation soignée avec un cadrage, avec une aération, si vous voulez. Donc, il y a des règles de forme à respecter. Hein. Parfois, ça arrive de temps en temps, heureusement ce n'est pas la règle générale, mais on a des candidats qui ont scanné une feuille de brouillon arrachée, c'est très surprenant, écrite à la main avec une écriture peu lisible. C'est sûr que c'est un mauvais début pour l'examen de votre dossier, hein. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne longueur pour une lettre de motivation. Par contre, la présentation doit être soignée. Il faut une présentation soignée. C'est ça qui est essentiel. Je laisse Céline peut-être compléter. Alors, est-ce qu'elle doit être manuscrite ou bien faut-il la taper à l'ordinateur? Aujourd'hui, c'est quand même plus simple qu'elle soit de passer par l'ordinateur, hein, puisque en fait, comme les dossiers sont complètement dématérialisés, c'est plus simple. Encore une fois, moi, une belle lettre manuscrite, il n'y a pas de souci. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut scanner parce que tout est dématérialisé et parfois, le résultat n'est pas très joli ou très probant en fait avec l'utilisation du scanner. Donc, encore une fois, si la lettre manuscrite est bien écrite, bien présentée, il n'y a pas de souci. Je pense qu'aujourd'hui, le plus simple tout de même, parce que tout est dématérialisé, c'est de passer par l'ordinateur. Oui, effectivement. Après, là où c'est important, c'est quand même de vérifier l'orthographe, hein. Voilà, hein, pour dire les choses un petit peu simplement. C'est vrai qu'une lettre de motivation qui est bourrée de fautes, c'est un élément qui peut voilà, nous heurter dans la lecture et ne pas être favorable. Ce n'est pas pour ça qu'on ne retiendra pas votre candidature, mais il est certain que l'a priori serait pas très favorable dès le départ. Donc, prenez soin de l'orthographe, de la grammaire, de votre style, bien évidemment, et puis aussi des tournures de phrases, hein. Une lettre de motivation doit correspondre à certains critères, à certaines exigences. Donc voilà. Mais comme Bernard Bossu, je pense qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation, le fait de l'écrire par l'ordinateur, c'est le plus simple. Les résultats du semestre en cours seront-ils pris en compte dans mon dossier de candidature à Lille et dans les autres facultés, étant donné que nous endossons un dossier avant les résultats? Alors, pour les autres facultés, je ne peux pas répondre, hein. Mais imaginez que c'est impossible de savoir. Pour les résultats que vous avez obtenus au cours du second semestre, bien évidemment, si on a accès à ces résultats, on va les prendre en compte. C'est-à-dire que même s'ils ne figurent pas dans votre dossier, il est tout à fait possible qu'au moment où nous, on va examiner votre dossier, on ait accès à vos résultats. Donc, même si vous n'avez pas pu les insérer parce que vous ne les aviez pas encore, nous, si au moment où on examine votre dossier et l'administration nous a transmis vos résultats du second semestre, on les prend en compte. Voilà. Après, pour les autres facultés, j'imagine que c'est pareil, parce que
souvent, ce que disent les facultés, c'est que vous pouvez compléter ultérieurement votre dossier, vous pouvez envoyer ultérieurement des documents. Bon, donc, pour les candidats à Lille, nous, de toute façon, l'administration nous transmettra les éléments qui ne sont pas dans votre dossier parce que vous ne les aviez pas encore. Et de toute façon, pour les autres facultés, encore une fois, vous pouvez leur envoyer des documents complémentaires après les délibérations. Voilà, écoutez, je vous propose, si Céline en est d'accord, de mettre un terme à cette réunion. Voilà, j'ai été très, très heureux de présenter le master droit social avec mes collègues. J'espère que vous aurez l'envie d'intégrer celui-ci l'année prochaine. Je vous souhaite un bon courage pour préparer l'ensemble de vos dossiers, l'ensemble de vos candidatures. Voilà, je ne sais pas si Céline, tu veux dire aussi un mot de conclusion. Oui, effectivement, j'espère que la conférence organisée ce matin aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser. Si vous avez d'autres questions sur les matières, sur les métiers, sur les poursuites d'études, sur que sais-je, n'hésitez jamais à envoyer un mail à Bernard Bossu, bien sûr, ou à moi-même, puisque si je suis responsable du Master 2 protection sociale, j'enseigne dans le Master 1 comme Bernard Bossu. Donc, voilà, on peut vous renseigner de toute manière, d'une manière générale, ou sur les matières ou sur les spécificités de certains parcours. Donc, n'hésitez pas, je reste à disposition. Merci beaucoup. Et alors, je ne sais pas si Geneviève souhaite dire un mot. Non, tout a été dit. Par contre, j'ai peut-être noté l'adresse du Master 1, si toutefois il y aurait aussi des questions. Oui. Je vais vous le mettre directement dans les messages. Parfait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, excellente journée à tous alors. Au revoir.